Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas salués, et à tous les autres, ceux que j'ai déjà eu l'occasion de saluer, mais comme ça sera deux fois. Je vous remercie vraiment de votre présence, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous rencontrer à l'occasion de cette conférence de presse. Alors personne ne s'attendait évidemment, lorsque je m'exprimais devant vous pour la première fois l'an dernier, à ce que nous vivions une année si particulière, une rentrée si particulière. Alors en cette rentrée scolaire, dans ce climat d'incertitude sanitaire, économique et sociale, incertitude qui est source de fragilité et d'inquiétude, l'école catholique se sent plus que jamais solidaire. Solidaire du service d'éducation à rendre aux jeunes de notre pays, solidaire de ceux et celles qui sont fragilisés par les fractures économiques et sociales et qui doutent, solidaire de la société dans laquelle elle se trouve, solidaire de celles et ceux qui ont été touchés par le deuil et la maladie, solidaire d'un monde qui cherche à se transformer pour mieux prendre soin de lui-même et de ce qui lui a été confié. L'école catholique se veut aussi solidaire de tous ceux qui, depuis le début de la crise sanitaire, ont porté et apporté tant d'espérance, ont tracé sans jamais se résigner des perspectives nouvelles, et de tous ceux qui continuent à créer au quotidien et sobrement les conditions pour le bien commun de la famille humaine. Mais qu'entend-on par solidarité ? Je veux reprendre ici la définition donnée par Jean-Paul II en 1987 dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialiste, qui porte sur la question sociale et le développement. La solidarité, nous dit le pape Jean-Paul II, n'est pas un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel. C'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Si la solidarité n'est pas un sentiment de compassion vague, elle n'est pas non plus un slogan, mais bien une volonté ferme de mettre en œuvre au quotidien, dans nos établissements, comme dans l'ensemble de notre institution, des orientations et des actes concrets répondant à cette exigence. C'est bien dans cet esprit que nous abordons cette nouvelle année scolaire, avec détermination, avec persévérance, mais aussi avec la conviction qu'il faut de la joie et de la simplicité. Comme Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille et président du Conseil épiscopal de l'enseignement catholique, l'a écrit à la rentrée aux acteurs de l'enseignement catholique de son diocèse, « La difficulté à venir de la reprise ne peut pas nous arrêter. Oui, nous devons continuer à nous adapter, à avancer dans la confiance et l'espérance. » En ce début d'année, l'école catholique est solidaire, responsable dans chacun des territoires. Elle n'est pas à part ou à côté. Non, l'école catholique est bien partie prenante avec son projet éducatif spécifique des enjeux éducatifs majeurs et complexes de ce début d'année. Partie prenante et solidaire de ce temps, de cette période, de la société. Mais avant de revenir sur la question des enjeux éducatifs majeurs, et en rappelant que la solidarité est au cœur du projet de l'école catholique parce qu'elle est indissociable de l'amour et de la charité, je voudrais profiter de ce début d'année pour renouveler mes remerciements à l'ensemble des communautés éducatives de nos établissements, ainsi qu'à tous les acteurs de l'enseignement catholique, notamment les directeurs et directrices diocésains, ainsi que les tutelles congréganistes pour la qualité de leur accompagnement au service des enfants et des jeunes. Depuis mars 2020, les chefs d'établissement se sont donnés sans compter, parfois au détriment de leur santé, pour accueillir, y compris le week-end avec leurs équipes, les enfants des soignants et d'autres personnels. Nous avons très largement assumé notre part
Des internats même ont été ouverts et mis à la disposition des personnels mobilisés pour la crise sanitaire. Nos enseignants ont fait preuve de réactivité, de créativité pédagogique, avec le souci permanent de ne laisser aucun enfant, aucun jeune sur le bord du chemin. Les bénévoles de nos organismes de gestion ont tout mis en œuvre pour faciliter le travail des chefs d'établissement. Les salariés, souvent épaulés par des parents bénévoles de l'appel, n'ont pas compté leur temps pour faciliter l'accueil des enfants et des jeunes. Ces solidarités se sont exercées à tous les niveaux de l'enseignement catholique, dont l'ensemble des acteurs a été et demeure aujourd'hui à la hauteur des enjeux de cette crise sanitaire. De nombreux liens se sont également renforcés dans la gestion quotidienne de la pandémie avec les mairies, les inspections académiques, les rectorats et le ministère de l'Éducation nationale. Je peux témoigner que depuis le mois de mars et pendant toute la période du confinement, nous étions en relation, nous, secrétaire général, 7 jours sur 7, et je dirais presque 24 heures sur 24, avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale et la direction des affaires financières. Ça a été un travail partagé et construit ensemble. Cela ne nous a pas empêchés de rencontrer des réalités difficiles. Nous en avons retiré des éléments objectifs à travailler, car la crise sanitaire n'a fait qu'augmenter les écarts, nous le savons bien. Familles éprouvées financièrement, élèves éprouvés psychologiquement, équipes éducatives parfois fatiguées, élèves décrocheurs. Nous avons par exemple mis en place des mécanismes d'aide financière interne à nos établissements pour les familles durement touchées par la crise, avec un soutien apporté par les organismes de gestion de nos établissements. Nous avons aussi débloqué des fonds par notre association de parents d'élèves, l'Appel. Nous avons aussi mobilisé différentes caisses de solidarité pour leur accorder des réductions de contributions pouvant aller jusqu'à la gratuité totale. Dans ce contexte, où la solidarité continue d'être plus que nécessaire à tous les échelons, que nous enseignent les chiffres des effectifs de cette rentrée? Ces dernières semaines, nous avons pu lire et entendre que la crise nous apporterait un avantage concurrentiel. Nous ne le pensions pas, et les chiffres que vous pouvez découvrir et qui sont sur vos tables montrent qu'il n'en est rien. Ainsi, dans le premier degré, nous perdons 14 855 élèves, soit 1,7% de nos effectifs, en particulier en maternelle. Les effectifs du second degré augmentent de 6 915 élèves et étudiants, soit une hausse de 0,6%. En ce qui concerne l'enseignement agricole, nous enregistrons une diminution des effectifs de 783 élèves, soit moins 1,75%. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces chiffres puisque vous les avez sous les yeux. Je voudrais simplement faire quelques observations. Première observation, la diminution des effectifs dans le premier degré concerne la quasi-totalité des académies. Dans le second degré, les effectifs en lycée technologique et professionnel devraient être stables, en lycée professionnel et technologique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et illustre le travail remarquable des équipes éducatives soutenues par l'Appel pour accompagner les élèves dans leur choix d'orientation. Autre observation, le nombre d'étudiants en BTS est en forte augmentation, celui des apprentis le serait aussi, mais il est un peu tôt pour vous donner des chiffres précis parce qu'on sait très bien que les chiffres sont encore assez instables en ce début d'année concernant l'apprentissage, le temps que les jeunes trouvent leur entreprise d'accueil, etc. Donc on vous fournira les chiffres dès qu'ils seront stabilisés. Même si notre projet, même si notre sens de la communauté éducative et la responsabilité confiée à nos chefs d'établissement dans une subsidiarité confiante se sont particulièrement révélés pendant le confinement, vous ne verrez dans ces chiffres aucun effet d'aubaine, aucun avantage concurrentiel, mais simplement le reflet des réalités démographiques, territoriales, économiques
immobilières qui sont inséparablement les nôtres et celles de toute notre société. Alors, plusieurs facteurs seraient à analyser finement, je vais juste les citer sans vraiment les développer. Le principal facteur expliquant cette évolution de nos effectifs est bien sûr le facteur démographique. Nous savons que depuis 2010, le nombre de naissances n'a cessé de baisser en France et que cette baisse s'est accentuée depuis 2014. Donc, s'il n'y a pas eu naissance, il est logique qu'il y ait moins d'élèves, et qu'il y ait moins d'élèves, notamment en école primaire. Ensuite, deuxième facteur qu'il est difficile de quantifier exactement, mais qui a joué évidemment fortement, c'est un facteur économique lié à la crise de la Covid, qui a fragilisé, nous le savons, un certain nombre de familles. Un certain nombre de témoignages me sont parvenus de chefs d'établissement qui ont connu, ce qui est d'habitude extrêmement rare et très marginal, un nombre important de désinscriptions de familles durant l'été. Des familles qui craignaient pour leur emploi ou qui étaient déjà en situation de chômage suite à cette crise sanitaire. Alors, si la solidarité peut jouer sur la contribution financière des familles, bien entendu, et ça nous en sommes capables, en revanche, assumer les frais de cantine scolaire demeure une difficulté, j'y reviendrai. Nous devons aussi nous pencher, troisième point important, sur nos propres implantations et sur la nécessité de faire évoluer la cartographie de nos établissements scolaires en fonction des évolutions démographiques. Mais cette évolution de notre cartographie doit tenir compte, bien sûr, de ces familles qui vivent dans les territoires les plus fragiles et que nous ne pouvons pas abandonner, dont nous ne pouvons pas nous désolidariser. Alors, dans ce contexte, devant ces évolutions démographiques, économiques et sociétales qui doivent nous conduire à des choix courageux, étant donné nos contraintes, notamment budgétaires, économiques et immobilières, l'enseignement catholique s'est engagé depuis 2 ans dans une démarche prospective. Une démarche qui va lui donner des perspectives et une vision d'avenir. Il s'agit de privilégier plus fortement qu'aujourd'hui le développement global de l'enseignement catholique pour répondre aux besoins éducatifs, mais en tenant compte d'un maillage territorial juste, équilibré, entre les secteurs en plein développement démographique et les secteurs ruraux en déprise démographique. Ces 2 convictions sont possibles, conciliables, et constituent même ensemble une réponse essentielle à l'école d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, cela signifie que le déploiement des moyens d'enseignement dans un contexte budgétaire contraint ne doit pas se faire qu'en fonction de critères quantitatifs, économiques ou démographiques. Il doit se faire en tenant compte de ce que l'enseignement catholique peut apporter aux familles fragiles, notamment en termes de mixité et sociale. Cela peut justifier que l'on garde ouverte une classe, une école, parce que cela répond à un besoin des familles dans un territoire. Fidèle au principe de subsidiarité, cette démarche a débuté au niveau des territoires, permettant d'avoir une vision partagée par le plus grand nombre, étant donné la diversité des situations de l'enseignement catholique en France. Aujourd'hui, et encore plus que les 2 années précédentes, elle prend une acuité particulière en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Cette démarche prospective est l'occasion pour nous de redire notre raison d'être, nos fondamentaux et notre responsabilité, et donc celle de l'Église, dans le paysage éducatif, dans la société. De se redire notre rôle d'acteur majeur et de contributeur avec notre proposition éducative spécifique au service des élèves, des familles, des territoires. Cette démarche prospective doit nous conduire à des adaptations, des transformations, des propositions renouvelées ou davantage valorisées, notamment dans des domaines pédagogiques et éducatifs. Elle doit conduire chacun d'entre nous à déployer des solidarités nouvelles, des pratiques nouvelles, des modalités nouvelles de décision. Elle doit nous conduire aussi à des choix de responsabilité
et de raison, car il y a des lieux où il est vraiment nécessaire de fermer, là où il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'école, d'autres où l'on peut trouver des formes de mutualisation, de coopération. Un exemple récent de mutualisation ou de coopération, l'école Notre-Dame à Sancerre dans le Cher, une petite école qui était en danger. Eh bien, cette école s'est rapprochée d'un ensemble scolaire, de l'ensemble scolaire de Bourgogne-Centre. Et au-delà de cette fusion économique, ce rapprochement a permis de créer de nouvelles dynamiques et de créer un BTS tourisme viticole. Et ainsi, les étudiants viennent une demi-journée par semaine dans cette petite école de Sancerre. Et puis, cette petite école de Sancerre travaille en réseau avec les autres écoles primaires du groupe, ce qui dynamise tout le monde. Voilà un exemple, il y en aurait des dizaines d'autres. Je vous invite, pour les découvrir, à lire régulièrement notre magnifique magazine que vous avez sur vos bureaux, ECA, et c'est-à-dire Enseignement catholique Actualité. Dans cette démarche prospective, il ne s'agit évidemment pas de tout remettre en cause, mais de partir de tout ce qui se vit au quotidien dans nos établissements et qui s'est particulièrement révélé depuis la crise. Nos établissements font un travail remarquable et reconnu, que nous devons encore améliorer pour porter une réponse encore plus adaptée aux défis actuels, tout en tenant compte de l'environnement incertain à tous les niveaux et des diverses contraintes. Mais cela doit nous conduire à une plus grande sobriété dans tous les domaines, comme nous y invite si fréquemment le pape François. Nous allons aussi nous appuyer sur des éléments d'une enquête nationale que nous réalisons dans chaque diocèse et qui permet de dresser un état des lieux, une photographie de l'enseignement catholique, à partir d'une soixantaine de critères objectifs à renseigner sur l'organisation territoriale, la santé économique du territoire, les services rendus aux familles, etc. À la fin de cette année scolaire, un texte d'orientation sur l'évolution de l'enseignement catholique à l'horizon 2030 sera proposé au vote du Comité national de l'enseignement catholique. Si nous souhaitons que tous les acteurs de l'enseignement catholique s'engagent avec audace dans cette démarche, elle doit se faire dans le cadre de notre projet spécifique, dont je vous le rappelle, la source est l'Évangile de Jésus-Christ, et qui nous invite à vivre une véritable solidarité au service du bien commun, avec une attention particulière pour les plus pauvres et les plus fragiles. N'oublions jamais que les élèves, les étudiants ou les apprentis que nous accueillons sont d'abord des personnes et que notre projet s'inscrit dans une optique d'éducation intégrale. Chacune et chacun étant invité à donner le meilleur de lui-même et à découvrir son propre chemin d'excellence. C'est ce projet spécifique qui constitue notre boussole pour avancer dans cette prospective et ainsi être en mesure de prendre des orientations qui vont permettre d'éclairer nos choix. Notre démarche prospective accorde la plus grande part à l'innovation et à la liberté, avec tout ce que l'on peut souhaiter qu'il en ressorte d'inattendu. Rien n'est écrit d'avance. Pour autant, il m'appartient, et je le fais, de fixer des orientations, et plus encore des axes incontournables. Il y a des éléments sur lesquels on ne transigera pas, je ne transigerai pas. Ces priorités sont autant de solidarité indispensables pour les élèves, les familles, les établissements. Premier axe ou première priorité, la question de la mixité sociale et scolaire. Redisons-le si nécessaire. Nous sommes convaincus que la mixité sociale et scolaire est une condition indispensable à l'éducation. Grandir avec les autres, avec tous les autres, c'est mieux. C'est pourquoi nous réaffirmons notre volonté de poursuivre notre politique en faveur d'une plus grande mixité sociale et scolaire, pour laquelle nous avons consacré plus de 1400 emplois en 10 ans. Permettez-moi une petite parenthèse.
On nous reproche souvent, dans l'enseignement catholique, justement, de ne pas assez favoriser la mixité sociale et scolaire. Il y a encore des progrès à faire. Et notamment aussi en raison de nos implantations, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais si nous avions consacré, depuis 10 ans, ces 1400 emplois au développement de nos formations dans des lieux plus favorisés, où le recrutement, entre guillemets, est facile, ce matin, je ne vous aurais pas présenté des chiffres négatifs. Donc certes, l'enseignement catholique a toujours des progrès à faire, comme tout le monde, mais je peux dire et réaffirmer que ces 1400 emplois, nous les avons réellement mis au profit d'une politique de mixité sociale et scolaire ambitieuse. Alors cette politique se décline sous différentes formes. Par exemple, nous poursuivons notre dispositif des établissements à moyens éducatifs renforcés. Vous avez d'ailleurs dans l'ECA que vous avez sur votre bureau, vous avez un très bon dossier là-dessus que je vous conseille de lire, qui consiste à doter en heures supplémentaires des collèges et des lycées choisis en fonction de critères sociaux afin de mener des projets spécifiques. Après 3 ans d'expérimentation et une réelle évaluation de ces dispositifs, nous avons pu constater que cette politique a porté de nombreux fruits permettant aux élèves fragiles de trouver le chemin de la réussite. Mais nous ne pourrons pas aller plus loin dans la voie d'une plus grande mixité sociale et scolaire sans être pleinement associés à la nouvelle politique d'éducation prioritaire dans le respect de la loi Debré. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que j'ai rencontré récemment, m'a confirmé, m'a renouvelé son accord, et nous devons rencontrer prochainement Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, pour définir ensemble les modalités de notre participation. Pour l'enseignement catholique, la politique d'éducation prioritaire ne sera efficiente que si elle s'inscrit dans une véritable volonté de mixité sociale et scolaire. Il faut veiller à ne pas opposer les élèves entre eux. Nous croyons au contraire que faire vivre et travailler ensemble des enfants et des jeunes plus favorisés, qui ont plus de facilités scolaires avec des jeunes plus fragiles et au bénéfice de chacun, cela contribue, sans aucun doute, à bâtir une société plus fraternelle et plus solidaire et permet ainsi à chacun de découvrir et de faire fructifier ses talents. Si notre désir est bien d'accroître notre présence auprès des enfants et des jeunes moins favorisés, la question financière peut constituer un obstacle pour certaines familles. Si, comme je l'évoquais tout à l'heure, des mécanismes de solidarité, contribution différenciée en fonction du quotient familial, réduction qui peut aller jusqu'à quasi-gratuité, permettent donc de réduire la contribution financière des familles, la question du coût de la restauration demeure un frein. La crise sanitaire, comme vous le savez, a révélé que le repas pris à la cantine était pour certains jeunes l'unique repas équilibré de la journée. C'est évidemment aussi le cas pour certains de nos élèves. Conscient de cette situation, l'État, certaines collectivités locales, ont mis en place des aides significatives à la restauration. Je veux remercier les collectivités qui ont fait le choix de ne pas faire de différence entre les élèves scolarisés dans le public et ceux qui sont scolarisés dans nos établissements, comme par exemple s'y est engagé récemment le président du conseil départemental de la Côte d'Or. En revanche, je ne peux que regretter que dans la majorité des lieux, les enfants et les jeunes scolarisés dans nos établissements soient exclus, totalement ou partiellement, de ces dispositifs. Cette situation n'est ni juste, ni équitable. Il y a une véritable rupture d'égalité. Cette forme de discrimination est une entrave à la liberté de choix des familles et ne favorise pas, j'en suis convaincu, la construction d'une société plus fraternelle. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de demander plus d'argent pour nos écoles, mais dans un souci, je le répète, de justice et d'équité, de permettre aux familles concernées, qui sont des contribuables comme les autres, de bénéficier de l'aide pour la restauration au même titre et au même niveau que les enfants et les jeunes scolarisés dans l'enseignement public. Cette question est primordiale. Deuxième priorité, l'accueil des enfants en situation de handicap.
Je ne transigerai pas non plus sur ce point, parce que tous nous sommes responsables de tous et que tous nous avons à apprendre de tous. Le président de la République a fait de cet accueil une priorité nationale et nous nous en réjouissons. L'enseignement catholique participe depuis des années à l'accueil des enfants en situation de handicap. Leur présence au sein de nos établissements constitue une richesse pour nos communautés éducatives. L'école inclusive, qui doit encore être développée jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Je rêve du jour où, quand on rentrera dans un établissement scolaire et qu'on ne verra pas d'enfants en situation de handicap, on s'en étonne. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, ça doit devenir vraiment une évidence, l'éducation inclusive. Mais elle nécessite, pour qu'elle soit efficiente, que l'on mette l'accent sur la formation des enseignants comme des personnels et que l'on veille à un accompagnement de qualité par les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. À propos des AESH, il faut noter qu'en fonction des territoires, nous rencontrons des difficultés pour obtenir leur présence, malgré les notifications des maisons départementales pour des personnes handicapées. En début de semaine, par exemple, il manquait encore 30 AESH pour l'enseignement catholique des Yvelines. Il faut qu'on puisse encore améliorer cette affaire-là. De plus, à propos toujours des AESH, quelle que soit la décision du Conseil d'État concernant la prise en charge financière des AESH sur la pause méridienne, nous n'accepterons pas que cette charge repose sur les familles. Troisième priorité incontournable, promouvoir les formations professionnelles et l'apprentissage. Je veux redire aussi que l'enseignement catholique de demain sera celui de tous les chemins d'excellence. Toutes les formations doivent être valorisées et doivent être un chemin d'excellence parce que les formations professionnelles permettent à des jeunes de renouer avec le goût d'apprendre et de retrouver motivation et réussite. L'enseignement catholique doit poursuivre son engagement pour les promouvoir et les développer. Je pense notamment aux formations en apprentissage. C'est dans cette optique que nous avons créé l'agence Excellence Pro il y a 1 an et que nous avions programmé le premier salon Excellence Pro qui, comme je vous l'avais annoncé l'an dernier, devait se tenir les 12 et 13 mars. Bonne date, vous voyez qu'on a du nez dans l'enseignement catholique. Bien. Ce salon ne pourra pas avoir lieu en présentiel, mais d'autres propositions seront faites parce que même si ce salon n'a pas pu se dérouler, la dynamique est engagée et elle a déjà porté des fruits, puisque, comme je viens de l'évoquer, il semblerait que nous stabilisions nos effectifs des lycées professionnels et que le nombre d'apprentis augmente significativement. Il faut poursuivre dans ce sens notre engagement à tous les niveaux. Ainsi, la poursuite de notre politique de développement de la mixité sociale et scolaire, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire, l'accueil des enfants en situation de handicap et la valorisation des formations professionnelles seront obligatoirement prises en compte dans notre démarche prospective. Réfléchir sur le futur doit se faire à la lumière du présent, et nous y sommes dans le présent, dans un contexte un peu compliqué, mais nous y sommes. Alors il nous faut cette année conserver et enrichir toutes les expériences vécues depuis le mois de mars, particulièrement dans les domaines pédagogiques et éducatifs, en utilisant pleinement nos espaces de liberté. De multiples initiatives sont nées pendant ce confinement. Au collège Sainte-Blaise au Vertou, les conseils de classe ont intégré les capacités d'adaptation, d'autonomie, de coopération et d'organisation d'élèves pendant le confinement. Elles ont fait une place à l'auto-évaluation, et c'est vrai que pendant le confinement, le rapport à l'évaluation a été modifié. Au lycée Marcel Callot dans l'Oise, des heures de vie de classe en visio pour soutenir les élèves qui étaient un peu décrocheurs. Des permanences d'écoute sont assurées par des psychologues dans le diocèse de Vannes. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Deuxième point d'attention, cette année, accompagner les équipes éducatives et en particulier les chefs d'établissement dans un contexte qui demeure difficile. Je crois qu'il faut mesurer aujourd'hui
La difficulté pour les chefs d'établissement en cette rentrée, pour les équipes. Quand j'ai rencontré un certain nombre de chefs d'établissement en France avant la rentrée, et j'ai perçu chez tous un vrai désir de reprendre, un enthousiasme même, une impatience de reprendre le chemin de l'école avec des élèves. Et ils ont toujours cet enthousiasme, cette volonté de faire fonctionner le plus normalement possible nos établissements. Mais c'est vrai que la crise sanitaire demeure et que ça reste compliqué, peut-être un peu stressant. Donc il faut surtout veiller à cet accompagnement qui peut se faire entre pairs, bien sûr, par les tutelles, les directeurs de Césin, par des outils qu'on a pu proposer, nous, au niveau du secrétaire général, des webinaires. Voilà. Tout ce qui a été mis en place, il faut que nous soyons encore capables de poursuivre notre action dans ce sens. Nous devons aussi toujours plus favoriser la fraternité, qui s'est particulièrement révélée depuis mars au sein de nos communautés éducatives. Nous devons poursuivre la mise en œuvre du programme de protection des publics fragiles. Vous avez les 4 maintenant, puisque nous avons enrichi cette année les documents avec un document sur le secret professionnel et autres. Je crois qu'en cette période de crise, il ne faut surtout pas relâcher notre vigilance sur ces publics fragiles. Il nous faut aussi rassurer les familles, les enfants et les jeunes avec un accompagnement le plus personnalisé possible. Par exemple, en nous appuyant sur les évaluations nationales, en adaptant le dispositif devoir fait, en proposant un accompagnement à distance, comme le fait un collège du Morbihan qui, contraint par des horaires de transport scolaire, a décidé de mettre en place un accompagnement à distance pour les élèves qui le souhaitent, le soir, après la classe, en veillant toujours plus et toujours mieux à la qualité du travail d'orientation qui s'inscrit dans la durée. Autre point d'attention cette année, évidemment, qui nous préoccupe, la poursuite de la mise en œuvre des réformes des lycées généraux technologiques et professionnels. Si, en ce qui concerne les lycées généraux et technologiques, et particulièrement généraux, puisque c'est là où il y avait le plus gros changement, la mise en œuvre de la réforme s'est dans l'ensemble bien passée, même si le confinement ne nous permet pas d'avoir une évaluation aussi juste que possible. Des questions demeurent et méritent d'être particulièrement travaillées. De la vigilance est nécessaire pour ne pas dévoyer l'esprit de la réforme avec, par exemple, la reconstitution de filières. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans tous les détails, mais je veux juste souligner notre satisfaction de la transformation des épreuves communes de contrôle continu, qu'on appelait les E3C, en évaluation commune EC. Des questions demeurent aussi concernant l'adaptation nécessaire des conseils de classe, la notion même de groupe classe, la constitution des emplois du temps, l'évaluation, la préparation du grand oral, l'orientation, etc., etc. Nous le savons, il faut du temps pour qu'une réforme de cette ampleur s'installe. Il en est de même pour les formations professionnelles, comme je l'ai évoqué précédemment, et vous savez qu'on s'interroge aussi au niveau du ministère sur l'avenir et la transformation des bacs technologiques. Autre point important cette année, mettre en œuvre la formation initiale des enseignants et participer au Grenelle des professeurs. Il est urgent de revaloriser cette profession, pas seulement d'ailleurs que financièrement, mais je crois que pendant le confinement, un certain nombre de familles ont réalisé qu'être enseignant, ce n'était pas si simple que ça. Donc, d'une certaine façon, ça a permis de revaloriser aussi et de reconnaître le travail exceptionnel que font nos enseignants. Mais il est temps de revaloriser cette profession pour susciter des vocations. Nous avons besoin d'enseignants. Et nous avons besoin d'enseignants bien formés et puis qui ont ce vrai désir d'exercer ce métier merveilleux. Donc la réforme de la formation permettra cette formation de qualité, mais elle va se mettre en place progressivement et nous y travaillons déjà depuis plusieurs mois, mais les choses vont s'accélérer. Et puis, nous serons associés effectivement au Grenelle des professeurs. Et enfin, pour terminer, même si je pourrais rallonger la liste, poursuivre les négociations avec les mairies sur la question des forfaits, notamment des forfaits maternels. Nous en parlions beaucoup l'an dernier, mais ça existe toujours, sachez-le. Et évidemment, tout cela dans un contexte d'incertitude sanitaire et économique. Alors voilà, mesdames et messieurs, la situation particulière que nous vivons aujourd'hui doit nous inviter, plus que jamais, à renforcer et à imaginer de nouvelles formes de solidarité au service du bien commun. Le chantier est particulièrement enthousiasmant. Dans un tel contexte, pour préparer et construire l'avenir,
l'éducation doit demeurer une priorité. Elle ne concerne pas seulement l'école, mais en premier lieu les familles et toutes celles et ceux qui œuvrent au service de l'éducation. Elle ne concerne pas que notre pays, mais doit s'inscrire, comme nous y invite le pape François, à la construction d'un pacte éducatif global. Car, nous dit le pape François, il est plus que jamais nécessaire d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcèlements et les oppositions et recoudre le tissu des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Notre solidarité doit s'ouvrir sur le monde. Je vous remercie.